Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci Peter, merci Jean-François. Moi, je ne peux pas faire sans diapositive. Excuse-moi Eric, mais là, j'essaie d'être très bref parce que finalement, vous avez déjà dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord et je voulais juste insister sur 3 messages dont j'aimerais bien que les gens repartent, surtout pour les semaines qui viennent, et dans lequel on peut dire que notre contribution à notre place, c'est-à-dire ce que la recherche en économie, et notamment en économie de la santé dans les pays, par rapport aux pays en développement, peut faire ressortir. Je fais juste une parenthèse, j'aime pas trop signer des manifestes, mais cette semaine, j'ai signé avec un grand plaisir un manifeste qui n'est pas encore rendu public, mais qui circule, qui a été lancé par des économistes de la Paris School of Economics, notamment Philippe Askenazi, qui est directeur de la section du CNRS, qui s'appelle « Manifeste des économistes atterrés », parce que nous sommes de plus en plus atterrés dans notre profession du fait qu'il y a un certain nombre d'idées reçues qui traînent, qui inspirent les politiques publiques, et pas simplement en France, et qui sont en contradiction ouverte avec le b.a.-ba du consensus de ce que nous estimons les meilleurs travaux en sciences économiques. Alors les 3 messages, c'est refuser l'hypocrisie, corriger la myopie, renoncer au renoncement. Alors l'hypocrisie, c'est quoi ? L'hypocrisie, c'est que il est tout à fait, je comprends tout à fait, bien sûr, en tant qu'économiste, et pas simplement en tant qu'économiste, en tant qu'engagé dans la lutte contre le sida depuis longtemps, que les donateurs, que les pouvoirs publics nous disent par exemple qu'il faut améliorer, et d'ailleurs on s'y est employé, les synergies entre la lutte contre le sida et d'autres objectifs du millénaire, la santé maternelle, la santé infantile, etc., et même le renforcement des systèmes de santé. J'ai été un des premiers, avec d'autres à l'OMS, à pousser pour justement l'articulation entre les deux, et je trouve même que le Fonds mondial et d'autres pourraient faire plus en incluant dans ce qu'on appelle renforcement des systèmes de santé l'amélioration du financement, et notamment la promotion, comme la France essaye de le faire, de mécanismes d'assurance maladie, qui réduirait ce qui est payé directement au moment des soins par ceux qui sont malades. Mais en même temps, c'est quand même un petit peu paradoxal ou un peu hypocrite de demander à un certain nombre d'institutions, le Fonds mondial et d'autres, d'étendre leur mandat et en même temps d'expliquer qu'à cause de la crise, on a moins d'argent et qu'on ne peut pas suivre. Et les faits sont têtus. Et ce fait-là est très simple. Il y a une corrélation qui est la plus béton en économie de la santé. C'est la corrélation entre l'augmentation du revenu, du PIB, et l'augmentation des dépenses de santé. En gros, plus on est riche, plus on peut se permettre de dépenser pour la santé. Ce n'est pas une grande découverte scientifique, je n'aurais pas le prix Nobel pour ça. Et donc, ça donne une certaine robustesse à ce type de projection où on se contente d'extrapoler de façon linéaire. On est très très loin des modèles compliqués de Geoff de ce matin. C'est une bête extrapolation linéaire avec des hypothèses, disons, modérément optimistes sur la croissance économique de ces différents pays qui d'ailleurs, et c'est un des aspects intéressants de la crise, se maintient à un niveau relativement élevé, non seulement en Inde, en Chine, au Brésil, mais de façon générale en Afrique et dans les pays d'Asie du Sud-Est, alors qu'on s'attendait à ce que la crise les frappe encore plus durement. Donc quand on fait ça, je ne sais pas comment ça marche, ça, tant pis, vous regardez le chiffre important, donc quand on fait ces extrapolations-là, on voit qu'en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, on ne peut pas s'attendre à avoir à disposition en 2030, en moyenne, ce qui fait que certains pays c'est pire, plus qu'on sera en dessous de $100 par tête et par personne pour les politiques de santé, dans le meilleur des scénarios. Alors, c'est déjà pas mal, mais on peut raconter ce qu'on veut
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire améliorer la productivité, la rentabilité des dépenses de santé, il y a plein à faire pour améliorer la rentabilité des dépenses de santé, des systèmes de santé, notamment dans les pays en développement. Mais franchement, OK, on va faire un gain de productivité de 50%. Si un ministre de la Santé en France arrivait un jour, en l'espace de quelques années, à faire un gain de productivité de 50% à l'utilisation des dépenses de la sécurité sociale, à mon avis, il serait Premier ministre dans le gouvernement d'après. Et il aurait une bonne chance de gagner la présidentielle aussi d'après. Donc 50%, ça serait énorme. 50%, donc si on fait ce qu'il faut, et même beaucoup plus que ce qu'il faut pour améliorer l'efficacité, l'efficience des dépenses, celles du fonds ou d'autres, on resterait à, allez, ces $100, il ferait comme si on en avait 150. Bon, avec 100 ou 150 $ par personne et par tête, de toute façon, on ne tient pas les objectifs du millénaire, on ne tient pas vraiment l'accès universel, et donc on peut se raconter ce qu'on veut sans poursuite et augmentation d'une aide massive au développement en matière de santé, parmi d'autres choses, on tiendra ou pas les engagements qui ont été répétés. Alors, si on ne peut pas les tenir, je peux comprendre. On dit, comme a dit Stéphane, on est dans une situation budgétaire qui empêche de tenir cela, mais à ce moment-là, il faut que les gouvernements aient le courage, et s'ils ne l'ont pas, il faut que les chercheurs et puis la société civile le fassent à leur place, aller devant leurs opinions publiques pour dire nous allons renoncer à la toute petite réduction des inégalités nord-sud qui serait possible en matière de santé si nous tenions les objectifs du millénaire. Donc là, il y a une certaine hypocrisie qu'il faut lever. On peut dire qu'on renonce, ou qu'on renonce partiellement, mais à ce moment-là, mettons les choses sur la table et soumettons cela au débat démocratique. La deuxième chose, corriger la myopie. Alors là, effectivement, on a fait des modèles un petit peu plus compliqués, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ça. On avait publié un certain nombre de choses dans AIDS et dans des journaux d'économie, et puis on a fait un rapport pour ONU-SIDA, et je pense qu'on va... Là, ce qu'on essaye de voir, c'est qu'on compare justement un scénario dans lequel il y aurait un gel de l'augmentation des programmes, c'est-à-dire qu'on serait même en deçà du scénario 1 modeste du Fonds mondial, mais là on est sur des scénarios qui n'impliquent pas simplement le Fonds mondial, mais l'ensemble des dépenses de soutien au sida. Et quand on regarde quel va être l'impact de ça sur le développement économique, en couplant ça avec des modèles de prédiction macroéconomique, et en plus en utilisant des méthodes de microsimulation, c'est-à-dire en essayant d'être un peu plus, de réduire un tout petit peu l'arbitraire des hypothèses sur les grandeurs agrégées qu'on fait puisqu'on part d'observations dans des populations individuelles, on découvre quelque chose qui est finalement assez évident, c'est qu'à court terme, effectivement, réduire les ambitions des programmes, notamment des programmes d'accès au traitement et de prévention, ça fait des économies. Donc on fait des économies à court terme, mais on voit, alors c'est différent selon les pays, que quand on prend en compte les effets à moyen et long terme sur le développement économique, notamment sur le capital humain, l'éducation, etc., eh bien effectivement, à partir par exemple de 2025, dans le cas du Swaziland, ce qui devient rentable économiquement, c'est la poursuite de l'investissement, et on est effectivement cohérent avec un certain nombre de modèles épidémiologiques proposés par ailleurs. Donc corriger la myopie. On sait bien que les décideurs ont tendance à raisonner à court terme, à l'échelle de la prochaine élection, par exemple, mais du point de vue de l'investissement économique, il est beaucoup plus raisonnable de raisonner à moyen ou à long terme. C'était d'ailleurs le thème de ce colloque. Et puis, renoncer au renoncement. Donc je ne vais pas faire quelque chose de populiste, mais quand même, les sommes qui ont été, on va dire à juste titre, puisqu'il fallait en passer par là, consacrées au maintien du système financier international pour éviter, en gros, une crise, que la crise financière ait des conséquences économiques encore plus importantes que ce qu'elle a déjà eu, sont très très largement au-dessus des besoins de financement dont on parle. Et alors là, c'est là qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux entre les différentes formes de taxes, de taxes bancaires, taxes financières, etc. C'est-à-dire qu'effectivement,
Ce dont on parle en matière d'aide au développement, non, ce n'est pas une critique, Eric. Ce dont on parle en matière d'aide au développement, ce n'est pas d'une taxe bancaire qui, par ailleurs, pourrait avoir sa nécessité comme instrument de régulation et en quelque sorte pour pouvoir avoir une espèce d'assurance un peu méta, un peu macro, que pour garantir des excès de spéculation des banques. On parle simplement d'un certain nombre de ponctions financières qui resteraient extrêmement limitées, et c'est pour ça qu'on avait parlé de la taxe Robin, qui était beaucoup plus modestement une taxe sur les échanges interbancaires, c'est-à-dire quand des banques transforment par exemple des euros en dollars ou des dollars en yens, qui est d'ailleurs un système qui existe déjà et sur lequel il est relativement simple de ponctionner 0,001% supplémentaire. Et très vite, on est sur des sommes de l'ordre de 40-50 milliards de dollars qui seraient très largement suffisantes pour résoudre les besoins de financement en matière notamment de santé et d'objectifs du millénaire. Donc là encore, il y a un choix qui est un choix d'économie politique. C'est même pas un choix politique au sens fort du terme, qui, à mon avis, pourrait à l'avantage d'être compatible avec un grand nombre de sensibilités politiques. On n'a pas besoin d'être d'extrême gauche pour adhérer à des choses aussi simples. Ça peut aller de Jacques Chirac à Olivier Besancenot sans problème, pour ce qui est du paysage français. Mais donc, effectivement, il faut avoir un certain courage politique par rapport à l'opinion. Voilà. Je m'arrête là.